Ça va bon. Aujourd'hui j'avais envie de parler littérature. Alors on a lu quoi au mois d'août? On a commencé par La part des ténèbres de Stephen King. Du coup c'est un roman écrit par Stephen King et publié par Albin Michel en 1988. Je suis assez fan de Stephen King. On lui doit quelques bangers comme Marche ou crève, Running Man, Ça, Salem. On lui doit aussi La ligne verte. Stephen King il écrit plus d'un roman par an depuis 1974. Donc parmi tous ces romans, il y a un grand nombre d'oubliables, mais il reste quand même le maître de l'horreur depuis plus de 50 ans. La part des ténèbres, c'est quoi? C'est l'histoire de Tad Beaumont, qui est un auteur avec un succès assez confidentiel. C'est un grand génie du roman noir et sanglant, sous son nom de plume George Stark. Un jour, pour éviter le chantage d'un avocat, il décide de mettre en scène l'enterrement de George Stark. À partir de ce moment-là, un mystérieux homme va se mettre à assassiner l'entourage professionnel de Tad Beaumont et se rapprocher de plus en plus de l'auteur lui-même. Qu'est-ce qu'on en pense de La part des ténèbres? D'abord, il faut savoir que dans la plupart de ses romans, Stephen King utilise la méthode intuitive. La méthode intuitive, c'est quand l'auteur n'a pas nécessairement de plan de A à Z. Il a une idée de base de ce qu'il veut faire, mais il se laisse porter par ses envies, ses idées du moment. Dans La part des ténèbres, ça se ressent fortement. On voit très bien que l'auteur ne sait pas trop où il veut en venir. Dans la version poche, publiée par le livre de poche, le roman fait 750 pages. Et il pourrait en faire 300 en fait. L'intrigue est simpliste, il n'y a rien qui est surprenant dans ce roman. Donc 750 pages, c'est bien trop pour une maigre intrigue, sans réel choix narratif marquant. Le style de Stephen King est toujours sympathique à lire en fait, mais le roman lui-même sera oublié dans 2-3 semaines. On a lu le Silmarillion. Le Silmarillion, c'est un recueil de textes qui ont été écrits par J.R. Tolkien et qui ont été rassemblés par son fils Christopher quelques années après la mort de l'auteur, en 1973. En France, le bouquin a été publié en 1978 par la maison d'édition Christian Bourgois. Pour en revenir à Tolkien, c'est Seigneur des Anneaux, publié en 1955, et Le Hobbit, publié en 1937, sont des monuments de la fantasy qu'il est plus utile de présenter maintenant. Le Silmarillion, en lui-même, se découpe en 5 textes qui présentent en fait les origines de la Terre du Milieu, l'univers fictif dans lequel se déroulent les événements du Silmarillion, du coup, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ces 5 textes nous présentent les origines des dieux, des nains, des elfes, des hommes, des orques, les premières guerres entre tous ces personnages, et notamment les guerres contre Morgoth, un dieu en lui-même, et puis ensuite son serviteur. Qu'est-ce qu'on en pense du Silmarillion? On adore, puisqu'on adore l'univers décrit par Tolkien, tant dans les bouquins que dans les films, par exemple de Peter Jackson, qui ont bercé mon enfance et mon adolescence. J'ai relu le Silmarillion, que j'avais déjà lu par le passé, pour me préparer à la sortie de la série Les Anneaux de Pouvoir. Donc Les Anneaux de Pouvoir, c'est une adaptation assez libre du dernier texte écrit dans le Silmarillion. L'univers décrit par Tolkien dans le Silmarillion est très riche, extrêmement riche, et peut-être un peu trop riche pour moi. On s'y perd facilement, toujours moi, entre tous les personnages qui sont tous, qui se ressemblent un peu tous, hein. On va pas se mentir, ils sont tous incroyablement sages, puissants, magnifiques. C'est pareil pour la géographie, il y a énormément de lieux, puisque la Terre du Milieu c'est très grand, qui ont tous plusieurs noms, selon les divers langues d'usage. Il en reste un monument de fantaisie, certes inaccessible, qui nous régale de ses rebondissements et de ses batailles et de ses personnages. Regarde comment ça fait petit, frère. Regarde, c'est tout petit. Et à la fin, vu que c'est bien compliqué, il y a même un lexique. Il y a même des arbres généalogiques tellement c'est complexe. Au mois d'août, on a aussi lu Robinson Crusoe sur Kindle. Robinson Crusoe, c'est un roman écrit par Daniel Defoe qui a été publié pour la première fois en France en 1720 par la maison d'édition Honoré et Châtelain, que je ne connaissais pas, bien sûr. On doit aussi à Daniel Defoe un roman qui s'appelle Heure et Malheur de la fameuse Moll Flanders, que je ne connais pas non plus et dont je suis allé chercher le roman sur Wikipédia. Robinson Crusoe fut à sa publication en 1722 un des premiers romans d'aventure jamais publiés et est aujourd'hui un grand classique de la littérature anglophone et mondiale. Robinson Crusoe, c'est l'histoire du personnage éponyme qui est décrit comme un nanti, un incapable, qui refuse de reprendre l'affaire de son père en Angleterre et qui décide plutôt de faire des voyages
sans objectif particulier au début. Au cours de ses voyages, il va s'échouer sur une île déserte, y survivre puis y vivre pendant plus de 28 ans. Qu'est-ce qu'on en pense de Robinson Crusoe? Eh ben c'est pas terrible du tout, hein. Une des raisons pour lesquelles j'ai pas apprécié le roman, c'est l'éloignement temporel entre le moment où il a été écrit et aujourd'hui. 300 ans, c'est peut-être un peu trop pour s'identifier aux personnages et comprendre leurs problématiques. Parce que des problématiques, on dirait vraiment que, malgré sa situation, Robinson Crusoe n'en connaît aucune. Au tout début du roman, il est décrit par lui-même, puisque le roman est écrit à la première personne du singulier. Il se décrit lui-même comme un incapable, un libertin, qui sait rien faire de ses mains. Pourtant, quand il s'échoue sur l'île, on se rend vite très compte que c'est faux, et qu'il sait tout faire. Il est en même temps charpentier, menuisier, agriculteur, cueilleur, chasseur, berger, guerrier, commandant, gouverneur. C'est peu crédible étant donné la description faite du personnage au début du roman. Le second problème que j'ai avec ce roman, c'est le colonialisme nauséabond en fait, qui dégouline à partir du moment où Robinson rencontre un autre peuple que lui-même en fait, ce qu'il décrit comme des indigènes. Du coup, à un moment donné, il va sauver Vendredi, un indigène, d'être mangé par d'autres personnes. À partir de ce moment-là, Vendredi va devenir un serviteur soumis et servile à Robinson. Alors que Vendredi lui-même a plus de compétences dans la survie et il est plus fort, et voilà. C'est le blanc qui a raison, bien sûr, et c'est le blanc le chef. Un exemple particulier de ça, c'est Robinson se moque ouvertement de la manière de parler anglais de Vendredi, alors que Vendredi a appris une langue étrangère. Robinson Crusoe ne fait pas cet effort. Pour conclure, on a un roman qui a été écrit il y a 300 ans et dont les valeurs promues, en fait, sont trop différentes des nôtres, de celles d'aujourd'hui. Ce qui fait que c'est impossible d'apprécier le personnage et d'apprécier ce qui se passe. Pour finir, on a lu Le Grand Nulle Part, qui est un roman policier historique, écrit par James Ellroy et publié en 1989 en France, par la maison d'édition Rivage. James Ellroy, c'est un spécialiste du polar américain. Il a écrit entre autres Le Dahlia Noir, il a écrit LA Confidential, il a écrit American Tabloid. Le Grand Nulle Part, c'est le deuxième tome d'une tétralogie qui décrit les relations entre police et mafia juste après la Seconde Guerre mondiale. Le Grand Nulle Part, ça débute au Nouvel An 1950, et c'est le destin croisé de 3 flics de Los Angeles. On a l'adjoint shérif Danny Ocho, qui enquête sur une série de meurtres sexuels sordides. On a Buzz Mix, qui est un flic ripou qui travaille comme macro pour le milliardaire Howard Hughes. Howard Hughes, c'est un personnage qui a vraiment existé. C'était vraiment un milliardaire un peu fou dans ces années-là. Et qui est un personnage récurrent des romans de James Ellroy. Et finalement, on a Malcolm Sidine, qui est un lieutenant de la police de Los Angeles, et qui enquête sur les influences communistes à Hollywood. Qu'est-ce qu'on en a pensé du Grand Nulle Part? Donc, j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome de la tétralogie, Le Dahlia Noir, qui était très fort dans sa description de la relation des personnages et leur évolution. Avec Le Dahlia Noir, James Ellroy réitère l'exploit et confirme son talent d'auteur de polar. Le roman est dur, il est sale, il est exigeant, il est éprouvant aussi. Il décrit une époque qui est pourrie, qui est profondément raciste, profondément homophobe, qui est épuisé par les efforts de la Seconde Guerre mondiale. Les 3 personnages principaux sont bourrés de défauts, et ce qui peut être agaçant au début du roman, parce on veut tout le temps des personnages avec des valeurs dans lesquelles on peut se reconnaître. Du coup, ce fait-là les rend profondément humains et touchants au fur et à mesure du roman. James Ellroy nous écrit une histoire qui est puissante de complexité et de profondeur. L'enquête est menée tambour battante, elle est toujours prenante et complexe et surtout crédible, ce qui est très important. C'est très facilement ma recommandation du mois et immédiatement un de mes romans favoris. Très facilement ma recommandation du mois et immédiatement un de mes romans favoris. Ouais, alors. Salut! Je suis en train de faire le montage là, et je m'aperçois que j'ai pas dit au revoir. Donc on se dit au mois d'octobre.